Notre invité ce vendredi est au cœur de l'actualité. C'est une des personnalités montantes de la politique néerlandophone. Installé initialement à Molenbeek, il a étudié à la VUB avant de s'installer à Vilvoorde. C'est donc en tant qu'élu du Brabant flamand qu'il a été élu au Parlement fédéral. C'était en 2019, militant du CDNV, le Parti social-chrétien flamand. Il a même brigué la présidence de ce parti. Une mère belge, un père irakien qui a bénéficié du statut de réfugié. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Nous accueillons Sami Mehdi, secrétaire d'État à l'asile et à la migration du gouvernement fédéral. Bonjour Sami Mehdi, merci d'être avec nous. Quand je dis au cœur de l'actualité, c'est particulièrement vrai ces derniers jours, avec l'arrivée sur le territoire belge des premiers réfugiés ukrainiens. La porte d'entrée sur le territoire belge, ce sera notamment l'ancien hôpital Bordes. C'est un site qui est opérationnel depuis aujourd'hui. Vous y êtes allé ce matin, je pense. Oui. Qu'est-ce qu'on y fait? Comment ça fonctionne? Alors, vu que les Ukrainiens arrivent en Belgique et tout autant dans le reste de l'Union européenne reçoivent une protection automatique, ils ne passent pas par les procédures d'asile, donc ne passent pas par le petit château et le centre d'enregistrement. Donc on a créé un centre d'enregistrement typique juste pour les Ukrainiens, à l'Institut Jules Bordet, où le screening se fait, où les personnes sont registrées pour ensuite pouvoir les aider à trouver un accueil en Belgique. Donc c'est une procédure donc de protection temporaire. C'est la première fois qu'on va l'appliquer en Europe. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'elle existait, mais on ne l'avait jamais activée. Ce statut, donc automatique pour tous les porteurs d'un passeport ukrainien, c'est une position que vous aviez d'ailleurs défendue. Le Conseil européen s'est rallié à la position belge. Ça va s'appliquer dans toute l'Union européenne. C'est-à-dire que pour un réfugié ukrainien qui rentre dans l'Union européenne, c'est la même procédure partout. Voilà, absolument. Ouais. Alors, on est vendredi. Le vendredi, la particularité dans cette émission, c'est de donner la parole au public de BX1. C'est Camille Payot qui se trouve à la rédaction et qui épluche ce qui se dit et ce qui est proposé comme question sur les réseaux sociaux. Bonjour Camille, on va prendre une première question. Oui, bonjour. Donc une première question d'Aïcha concernant votre communiqué traitant de la situation des Ukrainiens et non des résidents non ukrainiens comme des travailleurs, des étudiants qui doivent retourner en Ukraine une fois la guerre terminée. Mais en attendant, Aïcha se demande s'ils peuvent eux aussi faire la demande d'asile en Belgique. Alors, on va juste expliquer, parce qu'il y a peut-être un petit point de détail un petit peu technique. Cette protection temporaire exceptionnelle, elle est accordée aux Ukrainiens. Elle est accordée aussi, je pense, à ceux qui avaient un titre de séjour de longue durée en Ukraine. Mais pour les étrangers qui résident en Ukraine, ce qu'on appelle les ressortissants des pays tiers, là, ils ne sont pas couverts par cette protection exceptionnelle. Il y a aussi les réfugiés reconnus en Ukraine qui vivent là-bas, qui eux aussi rentrent dans la directive. Après, il faut savoir que l'Américain qui habite en Ukraine ou qui étudie en Ukraine, en soi, quand il quitte l'Ukraine, il doit pouvoir quitter d'abord l'Ukraine par la Pologne, la Hongrie ou un autre pays européen. Et ensuite, l'étudiant américain, forcément, retournera aux États-Unis dans son pays d'origine. Si quelqu'un vient d'un pays où il ou elle a toujours le sentiment qu'il y a un danger, chaque personne a le droit d'introduire une demande d'asile au Petit Château, ici en Belgique. Et donc, par rapport à cela, la personne qui se sent en danger et qui veut demander une protection a toujours cette possibilité. Ouais. Mais donc ça veut dire quand même, par contre, que, allez, prenons l'étudiant, peut-être pas américain, mais un étudiant marocain, égyptien, turc qui était en Ukraine, ou un travailleur qui avait un contrat de courte durée, il doit quand même fuir les combats en Ukraine. Oui. Il ne peut pas rentrer facilement en Belgique ? Mais, vous savez, ou dans l'Union européenne de manière générale ? Mais il peut, oui, rentrer en Union européenne pour quitter les donc bombes. Donc ça, on autorisera le transit ? Ah oui, bien sûr, ça, il le faut. Et par après, il faut que la personne retourne. C'est comme si moi, je vivais au Sénégal, qu'il y a un problème qui se situe au Sénégal et que je dois quitter le pays. Mais forcément, je vais retourner en Belgique. Et donc ça, c'est la philosophie par rapport à cela. Mais à nouveau, je précise, si quelqu'un pense réellement courir un danger dans son pays d'origine, cette personne a toujours l'opportunité d'introduire une demande d'asile, ne reçoit pas donc une protection automatique, mais rentre dans les procédures qu'on connaît. Voilà, donc ça, ce seront les procédures habituelles. On a quand même vu des images un peu choquantes de ressortissants africains notamment, qui ne pouvaient pas monter dans les trains en Ukraine ou qui étaient bloqués à la frontière, qui devaient attendre un petit peu plus que les autres. Ils ont, eux, donc a priori, ils vont pouvoir rentrer dans le territoire européen. On a eu une explication avec les Ukrainiens et les Polonais sur cette question-là ? Alors, les Ukrainiens précisent qu'ils laissent rentrer tout le monde. Ils ne regardent pas la couleur de peau de la personne et heureusement, je pense que c'est le plus important. C'est là aussi à l'Union européenne de contrôler et de garantir que chaque personne, peu importe la couleur de peau, peu importe la couleur des yeux, peu importe la couleur du passeport, puisse quitter un pays qui est aujourd'hui attaqué de manière agressive par la Russie. Et donc, par rapport à ça, il n'y a aucune distinction qui peut se faire. Alors, on parle de cette aide qui est notamment
facilité par la grande mobilisation de la population, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont proposé spontanément, par l'intermédiaire de leur commune, souvent, un hébergement. On parle de combien de places à l'heure actuelle? On était à 8 000 hier. On est entre-temps à 17 000 places. Donc 17 000 places qui ont été proposées par la population belge, ça veut dire que ça peut encore monter dans les prochains jours. Ils vont tous passer par l'Institut Bordet, enfin l'ancien Institut Bordet, c'est pas sûr. Enfin, je voudrais avoir votre réaction sur une déclaration de Benoît Sereix, c'était hier, et lui il estimait que certains réfugiés ukrainiens pourraient arriver directement dans certaines communes bruxelloises. On écoute Benoît Sereix. Ceux qui ont reçu le cachet lorsqu'ils ont passé la frontière vers, par exemple, la Roumanie ou vers la Pologne, ils arrivent dans l'espace européen, ils peuvent se rendre directement au guichet des étrangers de notre commune, et là, la procédure va être entamée avec l'aboutissement de l'octroi après quelques jours de ce qu'on appelle une carte A, c'est peut-être un peu technique, mais cette carte A leur donnera une ouverture à l'aide sociale et la possibilité de travailler aussi dans notre pays pendant une période d'1 an, renouvelable à 3 reprises. Nos services sociaux seront là également pour encadrer, que ce soit au niveau communal ou nos services sociaux du CPS. On va quand même aussi essayer d'épauler au maximum nos citoyens qui font ce geste de solidarité. Alors, 2 questions. Est-ce que Benoît Sereix a raison de dire qu'on n'est pas obligé de passer par l'ancien hôpital Bordet? On peut aller directement dans une commune et s'inscrire? La personne peut s'inscrire dans la commune, faire savoir et faire une déclaration d'arrivée, ce qui lui permet de rester ici en Belgique pendant 90 jours. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Belgique, un Ukrainien peut venir en Belgique et rester ici pendant 90 jours en s'inscrivant à la commune. Mais pour avoir cette protection automatique qui est attribuée, il faut faire la registration et donc celle-ci se fera à l'Institut Jules Bordet. Donc ça, il faut impérativement passer par l'ancien hôpital Bordet. Deuxième question, est-ce qu'on a suffisamment d'encadrement? Parce que là, je pense qu'il y avait 150 dossiers, 150 Ukrainiens aujourd'hui. Oui. Ça risque de monter en puissance fortement dans les prochains jours. On va faire la comparaison entre aujourd'hui et en 2015. En 2015, sur l'espace d'1 an, on était à 1,3 million de réfugiés dans toute l'Europe. Aujourd'hui, 1 semaine, et on est déjà plus d'1 million. Oui. Donc, voilà, il y a un enjeu qui est énorme, on va devoir faire ce qu'on peut faire. Ouais. Et il faut encadrer. Vous allez devoir renforcer votre administration pour pouvoir encoder tous ces dossiers? Renforcer l'administration, renforcer aussi les régions pour le logement, pour l'éducation, pour le travail. Et donc par rapport à cela, on va faire face à l'un des plus grands enjeux qu'on a connus en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Benoît Sereix, il faisait référence, il va falloir encadrer à la fois ces réfugiés, aussi peut-être les familles accueillantes, parce qu'on va se retrouver avec des gens qui ont potentiellement subi des traumatismes liés à la guerre, qui en tout cas sont dans une procédure d'exil un petit peu compliquée. On va aussi pouvoir aider les communes. C'est les communes qui vont faire cet encadrement, vous pourrez les aider ou pas? Il faut aider les communes. Il faut faire en sorte que les personnes soient bien encadrées. S'il y a un traumatisme, il faut qu'il y ait une aide psychologique qui soit attribuée. Mais le plus important maintenant, surtout aujourd'hui, c'est de garantir que des personnes puissent être accueillies. Il faut savoir qu'ils sont 100 en ce moment par jour. Ça peut passer à 200, 300, 400, même plus par jour. Et aujourd'hui, l'enjeu de l'Europe, c'est de garantir que quand un voisin de l'Union européenne se fait attaquer par un autre pays et que ces personnes-là quittent leur pays, mais aujourd'hui, nous sommes la région. C'est nous, la région, qui sommes autour de l'Ukraine. Et donc, c'est à nous de garantir qu'on fasse le nécessaire. Ouais. Il y a une critique de la NVA qui a été exprimée par Bart De Wever hier. C'est le fait que vous vous appuyez sur les particuliers. Et l'argument de Bart De Wever, c'est de dire ça aurait été mieux de passer par les centres faits d'asile, sauf que Sami Mehdi n'a plus assez de place dans ces centres faits d'asile. Vous lui répondez quoi? Mais que ça n'a rien à voir. Partout en Europe, on ne passe pas par les centres de faits d'asile dans les autres pays européens. Ces personnes-là, vu qu'ils reçoivent une protection immédiate, ne rentrent pas dans une procédure où ils doivent attendre pendant 1 an pour savoir est-ce que je suis reconnu ou pas. Ils sont reconnus automatiquement. Parfois, il y en a qui veulent critiquer pour critiquer. Moi, ce que je voudrais surtout faire, c'est de travailler ensemble pour trouver des solutions pour les Ukrainiens, parce que la politique politicienne... c'est pas le moment. Voilà, et donc la protection automatique dont on parle, elle permettra d'avoir le droit de travailler, notamment à tous ceux qui rentreront dans cette catégorie-là. On va prendre une autre question avec Camille Payot. Oui, alors nous avons eu des dizaines et des dizaines de questions autour du même sujet, à savoir l'accueil des Ukrainiens comparé à celui d'autres nationalités en Belgique. Sur Facebook, Pape, vous demande pourquoi les Afghans qui ont fui la persécution de la part des talibans n'ont-ils pas reçu les mêmes traitements que les Ukrainiens? Il insiste, la vie des Ukrainiens compte-t-elle plus que celle des Afghans? Toujours ce même internaute, est-ce que d'autres nationalités résidant en Ukraine, ayant fui la guerre et qui parviendront à rejoindre la Belgique, bénéficieront-elles aussi d'une protection spéciale? Alors sur la deuxième partie de la question, on a déjà un petit peu répondu, mais sur la première question, parce que quand Camille dit il y a des dizaines de questions, c'est vrai, j'ai regardé sur notre fil Facebook, il y avait des dizaines de questions là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus cool avec les Ukrainiens qu'on ne l'a été avec les Syriens, les Soudanais, les Irakiens ces dernières années?
encore on est plus cool. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est garantir au moment où l'Ukrainien quitte son pays, le premier pas qu'il met en dehors de son pays, c'est directement en Union européenne. Pour vous faire une comparaison, je vais vous comparer la situation avec la Turquie. Quand il y a eu la guerre en Syrie, les Turcs ont créé un statut spécial pour les Syriens. Pourquoi ? C'est un pays voisin, donc le Syrien qui quitte son pays, il arrive en Turquie, et donc il y a un statut spécial. Est-ce que les Turcs ont eu un statut spécial pour les Afghans ? Non, ils n'en ont pas eu. Est-ce que pour ça, les Turcs sont racistes par rapport aux Afghans et pas par rapport aux Syriens ? Donc c'est une question de proximité. Rien à voir. Mais c'est une question... Oui, bien sûr, il y a une pression qui se met à la frontière de l'Europe. On est directement confronté à un nombre de réfugiés qui est quand même assez important. Et donc, pour soulager la pression, vu que le pays est en guerre, oui, l'Europe doit prendre sa première responsabilité et garantir que ces gens-là soient protégés en Europe. Ouais. Il y a une chose importante quand même dans le dispositif européen qui vient d'être mis en place, c'est qu'on va laisser les réfugiés ukrainiens aller dans l'état de leur choix. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas obligés de rester dans le pays par lequel ils sont entrés dans l'Union européenne. Parce que c'est ce qu'on fait habituellement avec les autres demandeurs d'asile. On arrive habituellement par l'Italie ou par la Grèce et on est prié de rester en Italie ou en Grèce le temps que la demande d'asile soit étudiée. Pourquoi ce qui est possible avec les Ukrainiens ne serait pas possible avec les Irakiens, les Syriens, etc., qui arrivent par le sud de l'Europe ? Alors, première chose, sur les demandeurs d'asile qui viennent d'autres pays, en soi, ils ne restent souvent pas en Italie ou en Grèce. Un chiffre qui est important. Oui, mais c'est ce qu'on appelle la procédure de Dublin, et donc du coup, on leur dit vous ne devez pas demander une demande d'asile ici, retournez là-bas. Vous savez qu'en Belgique, on accueille 3 fois plus de demandeurs d'asile que l'Italie, de manière proportionnée, 3 fois plus. Par nombre d'habitants. Oui. Et donc, par rapport à cela, la Belgique aujourd'hui fait plus que sa part des choses. Et donc, les critiques par rapport aux autres nationalités, la Belgique est un des pays les plus solidaires sur l'asile. Ouais. C'est vraiment important. Mais là, on n'applique pas l'équivalent d'une procédure de Dublin sur les Ukrainiens. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de se dire, peut-être que cette procédure de Dublin, elle n'est pas bonne ? Non, la procédure de Dublin aujourd'hui, elle ne fonctionne pas assez parce que, en soi, même s'ils viennent jusqu'en Belgique au final, parce qu'on est un des pays dans le top 5 de manière proportionnelle qui reçoit le plus de demandeurs d'asile, donc il faut revoir le système et le remodeler. Mais la réalité est que la plupart des demandeurs d'asile veulent finir, que ce soit en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en France. Pourquoi est-ce que c'est différent pour les Ukrainiens ? Vu que c'est un pays à la frontière, ils ont souvent de la famille, des amis qui vivent en Pologne, qui vivent en Hongrie, qui vivent en Moldavie. Et donc aujourd'hui, on a en Pologne plus de 300 000 réfugiés ukrainiens. En Hongrie, on en a plus de 100 000. Et donc ces personnes-là restent dans la région. Pour ceux qui viennent de plus loin, souvent, leur pays de prédilection, c'est plutôt les pays de l'Europe occidentale. Et si seuls nous, on prend la responsabilité et les autres ne prennent pas leur responsabilité, on met une charge énorme sur les pays, que ce soit le pays du Benelux, la France et l'Allemagne. Et à ce moment-là, c'est compliqué. Ouais. Est-ce qu'on va quand même peut-être tirer parti de cette crise pour revoir notre politique d'asile ou pas ? Ou c'est trop tôt ? Ça, j'espère, c'est trop tôt. Mais en tout cas, au niveau européen, il faut vraiment revoir la manière dont on fonctionne. On ne fonctionne pas d'une bonne manière. Chaque État membre fait sa politique de manière individuelle pendant qu'on est dans un monde Schengen où on peut circuler librement entre un pays et un autre. Donc il faudra plus de cohésion et de concertation à l'avenir. Ah oui, absolument. Il faut une cohésion. Un plan de répartition, par exemple, un jour ? Mais qui sait, d'abord, il faut garantir qu'il y ait un screening à la frontière, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation très triste où il y a beaucoup de personnes qui arrivent jusque dans un pays européen et 60% de ces personnes-là, au final, ne reçoivent pas de protection internationale. Et donc, ils vont d'un pays à un autre et au final, on continue à avoir une certaine détresse et une circulation qui mène à rien. Et donc, pouvoir donner une réponse rapide aux gens, c'est plus important. Parce que sinon, la situation actuelle, ce n'est pas l'idéal. Dans les messages Facebook qu'on a reçus, il y a souvent l'accusation de racisme qui revient. Donc elle était un petit peu larvée dans la question, là, dans cette idée qu'on fait 2 poids, 2 mesures. Parfois, elle s'exprime beaucoup plus franchement. Ça vous blesse quand on vous dit ça ? Mais vous savez, je m'attendais à tout en tant que secrétaire d'État à l'asile et à la migration, en tant qu'homme de couleur de peau. J'en ai reçu aussi des coups de l'extrême droite qui me précisaient que j'allais faire rentrer mon peuple et ainsi de suite. Votre papa, il est irakien. Mon père est irakien, oui. Ouais. Et donc, mais je ne m'attendais jamais à ce qu'on me dise que le secrétaire d'État à l'asile et à la migration soit raciste. Donc par rapport à ça, surtout c'est triste, parce que la migration est une thématique tellement complexe, il faut faire la part des choses entre le migrant qui étudie ici, le migrant qui vient travailler, le migrant qui cherche un refuge. Et très souvent, la migration, malheureusement, est limitée à des simplismes. Et il y a l'extrême gauche qui traite de racisme, l'extrême droite qui traite de faire rentrer de laxisme. Et au final, la réalité, heureusement, est beaucoup plus nuancée. Malheureusement, elle n'atteint pas souvent l'opinion publique. Alors, on va prendre une 3e question du public de BX1 avec Camille Payot.
Alors pour l'internaute Mehdi, ses questionnements à lui portent sur le CDNV. Il se demande s'il existe encore une relation entre le CDNV et le CDH, et également si vous pensez être le futur président du CDNV. Je ne m'attendais pas à cette question-là, par contre. Ah bah, il va falloir répondre quand même, alors. Oui. Non, mais j'étais candidat à la Vous avez été présidence. candidat l'an dernier, ou il y a 2 ans à peu près, oui. Il y a 2 ans, et j'ai échoué à 3% de 46% au second tour. Oui, en effet. Et c'était un chouette parcours. En tout cas, en ce moment, je suis secrétaire d'État. J'ai mes mains pleines avec l'Ukraine. Ce que le futur donnera, je ne sais pas. En tout cas, en ce qui concerne le CDH, je suis très curieux de savoir ce que va donner le futur du parti. En tout cas, moi, je ressens qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir un parti chrétien-démocrate en Wallonie, un parti qui est pour une bonne intégration, la sécurité sociale aussi. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a vraiment un espace Ça reste énorme. une famille politique, CDNV, CDH? Je ne pense pas qu'elle l'est en ce moment, non. Non. Si elle l'était, on aurait été dans le même gouvernement, celui-ci et le gouvernement précédent. Ce n'est pas le cas et c'est malheureux. Et donc par rapport à ça, moi je pense que vraiment, il y a un énorme espace libre pour des personnes, des hommes et femmes politiques qui veulent jouer leur rôle comme des vrais chrétiens démocrates qui travaillent sur l'intégration, sur un renforcement de soi et de l'autre, avec un gouvernement un parti politique qui, de manière socio-économique, regarde les plus faibles et qui, d'un point socio-culturel, n'oublie pas qu'il faut surtout s'unir, former une union et travailler sur l'intégration et la sécurité. Donc il va falloir que le futur CDH, on ne connaît pas encore son nom, on le saura le 12 mars, travaille mieux avec le CDNV, si j'ai bien compris. Et j'ai bien compris aussi que vous n'excluez pas d'être à nouveau un jour candidat à la présidence du CDNV. Je voudrais qu'on parle quand même un petit peu de ce qui se passe en Ukraine, mais pas forcément du point de vue de l'asile et de la migration et des réfugiés. Je vais vous proposer d'écouter une déclaration de Françoise De Smet dans cette émission. C'était mardi. Françoise De Smet, c'est la chef de groupe du PTB au Parlement bruxellois. On l'écoute. On demande un cessez-le-feu immédiat, on demande le retrait des troupes russes, il n'y a aucune équivoque là-dessus. Mais on doit aussi arrêter d'attiser et de Ça veut mettre dire de que l'huile sur le l'Europe feu. et la Belgique ont tort d'envoyer des armes? Oui, on a tort d'envoyer des armes parce que ça ne fait qu'attiser les choses. Et pourtant, les Ukrainiens le demandent pour se défendre. Donc on doit le laisser se débrouiller tout seul avec la Russie. Non, on demande un cessez-le-feu et on demande un retrait des troupes mais c'est russes. pas parce que le PTB demande un cessez-le-feu que Vladimir Poutine va rappeler mais ses temps. sinon- Enfin, Sinon, on va rester dans une si je peux me situation permettre. d'escalade et d'attiser les choses. Donc maintenant, Oui, mais donc aujourd'hui, les Ukrainiens. il y a la question, par exemple, de l'arme nucléaire qui vient sur la table. Mais les maintenant. Ukrainiens, ils ne doivent pas se défendre face à cette agression, cette invasion russe. On doit tout faire pour empêcher l'escalade et qu'il y ait un retrait des troupes russes immédiatement, qu'on arrête et qu'on désarme des deux côtés et qu'on remette les gens autour de la table. Tout ce qu'on va faire d'autre, d'envoyer des armes, etc., va ne faire en fait qu'engendrer de l'escalade. Oui, mais on laisse donc les Ukrainiens se débrouiller tout seuls face aux Russes. On ne les laisse pas se débrouiller tout seuls, on envoie de l'aide humanitaire. On ne doit pas livrer d'armes aux Ukrainiens et c'est une forme de participation à une escalade militaire. Et on fait quoi alors? On laisse les Ukrainiens crever? C'est ça la solution? Moi, le pressentiment que j'ai avec le PTB, c'est le parti qui, par rapport à toutes ces situations, me fait penser à ceux qui disent « je ne suis pas raciste mais ». Et donc le PTB, c'est le parti qui dit on n'est pas contre une intervention, enfin on n'est pas contre l'OTAN, mais on n'est pas contre une solution, mais et donc au final, par rapport à ça, pour moi, il y a une hypocrisie totale qu'on voit aujourd'hui par rapport aux Russes, qu'on voyait hier par rapport à la Chine et la politique qu'ils mènent par rapport aux Ouïghours. Là aussi, le PTB, on ne l'entend pas, ou si on l'entend, mais dans le mauvais sens. Et à nouveau, on constate que ça soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, sur ces sujets-là, ils se retrouvent très facilement parce qu'au Parlement européen... Est-ce qu'il n'y a quand même pas un danger d'engrenage militaire quand on voit que, par exemple, il y a des combats autour d'une centrale nucléaire, c'était le cas la nuit dernière, quand on voit que, visiblement, Poutine continue d'envoyer des messages comme quoi il n'est pas prêt à s'arrêter, le jeu pour les Européens, il est subtil. C'est-à-dire que si on fait le pas de trop, on risque nous aussi de devenir une cible. Mais il faut garantir qu'on continue à établir des relations diplomatiques, d'essayer de trouver une solution diplomatique. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine n'est pas à la recherche aujourd'hui à une solution diplomatique. Et qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a des bombes qui tombent en Ukraine et on a un travail à faire par rapport à cela. Les Russes sont rentrés en Crimée, sont rentrés en Géorgie, rentrent en Ukraine maintenant. Et c'est quoi la prochaine cible? C'est la Géorgie, la Moldavie, et ça s'arrête où à ce moment-là? Et donc, il y a un combat à mener pour nos libertés, pour notre vivre ensemble, pour notre démocratie. Et si on n'aide pas les Ukrainiens aujourd'hui,
Demain, ce seront nous les nouvelles cibles. Alors, il nous reste moins de 2 minutes. Je voudrais qu'on aborde une autre question qui n'a rien à voir. C'est le non-renouvellement du permis de l'imam Touchgani. C'était il y a quelques mois déjà. C'était l'imam principal de la mosquée Al-Khalil à Molenbeek. Il est rentré au Maroc. Pendant qu'il était au Maroc, vous lui avez retiré son permis de séjour. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ce retrait? Ça fait quand même 40 ans que ce monsieur était en Belgique, 40 ans qu'il était imam d'une des plus grandes mosquées de Belgique. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, fait qu'on estime qu'il n'a plus le droit de rester? Mais les informations que je reçois des services de sécurité, quand je suis secrétaire d'État à l'asile et à la migration, et donc je suis le responsable des personnes non belges qui sont sur le territoire belge, et que les services de sécurité m'informent qu'une personne pose un danger réel pour notre société, qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire qu'il y a eu de Je dois nouvelles agir. informations à ce moment-là qui sont Bien tombées à la sûr, parce sûreté de l'État? qu'on parle parfois de Une petite phrase, voilà, la phrase qu'il a sortie en 2009, dans un prêche, où il avait précisé que Et pour laquelle il a il présenté fallait des excuses brûler une dizaine d'années voilà, plus tard. oui, Oui. voilà. Oui. Il a expliqué qu'il fallait brûler les sionistes. C'est pas sur cet élément-là Donc, que il y a eu la un autre décision élément. est prise. Voilà, il y a d'autres éléments qui sont précisés par les services de sécurité. Et quand ces services de sécurité font ce travail-là, je dois exécuter, je dois travailler pour le bien-être de la société belge, dans un premier temps. Ouais. Il n'y a pas un raidissement vis-à-vis de la communauté musulmane de la part du gouvernement fédéral avec notamment Vincent Van Quickenborne et vous? Pourquoi? Moi, j'ai une très très bonne relation avec la communauté marocaine. La communauté marocaine a beaucoup apporté à la Belgique pendant des années, pendant des décennies. Sans cette communauté marocaine, la Belgique ne serait pas aujourd'hui là où elle est. Il faut faire la distinction et la part des choses. Et donc pas faire d'amalgame entre des personnes qui rentrent dans des rapports de sécurité, qui font même pas 1% de la population, et les 99 autres pourcents qui aujourd'hui sont des citoyens belges avec des racines au Maroc et qui, chaque jour, travaillent très dur pour ce pays. Merci beaucoup, Sami Mehdi. Merci d'avoir été notre invité. Sami Mehdi, donc secrétaire d'État à l'asile et à la migration du gouvernement fédéral.